Acteurs du changement, bonjour. Bienvenue sur le podcast Rethink Social Change, où j'invite les praticiens du changement social à partager leur expérience pour améliorer collectivement comment on conceptualise, met en œuvre et mesure les résultats des projets et programmes de changement social à travers le monde. Moi, c'est Ratiba Cherif. J'ai travaillé pour quelques-unes des plus grandes organisations de changement social pendant plus de 20 ans sur 4 continents pour les aider à mieux concevoir leurs projets, à tirer de la mise en œuvre les leçons pertinentes et à mesurer leurs résultats. Avec mon jeu Rethink Social Change Cards, j'invite les acteurs du changement comme vous à partager ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi, de manière assez atypique. Je mélange le jeu de 54 cartes et en tire 4 pour guider notre conversation. Donc si vous êtes prêts à découvrir des histoires authentiques, sans script ni jargon, allons-y pour l'épisode du jour. Au long de ma carrière, j'ai le plus appris, non pas en lisant les rapports ou en participant à des conférences, mais en discutant avec mes collègues, avec les partenaires et les participants au programme sur lesquels je travaillais. Les réflexions les plus profondes sur ce que nous faisions et les effets que cela produisait se passaient sous les arbres en attendant une autorisation de l'officiel local pour commencer une activité ou en partageant une injera ou une brochette de chèvre dans une gargote au bord de la route. Ainsi, après des années à collecter les preuves de changement social, à mesurer les résultats, à démontrer la valeur ajoutée aux bailleurs de fonds, j'ai réalisé que les véritables histoires sur comment le changement social se produisait étaient peu racontées. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer ce podcast. Je voulais entendre davantage de ces histoires et les partager avec le monde. Alors, je suis ravie d'accueillir la Tunisienne Nahla Gretti, directrice de la composante formation et certification du projet appui à la modernisation du système de formation et d'évaluation de la fonction publique en Tunisie. Vaste sujet dont elle va nous parler certainement. Avant cela, quelques mots sur son parcours. Nahla est une opérationnelle du développement et de la gestion de projets de la coopération internationale. Elle a contribué à plusieurs projets soutenu par des organisations telles que l'USAID, le MEPI, Middle East Partnership Initiative du gouvernement américain, la GIZ allemande et l'AFD. Son travail couvre divers thèmes tels que la gouvernance locale, l'emploi des jeunes, l'éducation alternative et la réforme de la fonction publique. Voyons quels mots vont sortir du jeu de cartes et de quel angle nous allons discuter. Rejoignons-la. Nahla Gretti, merci de te joindre à moi. Marhaba. Alors, tu nous rejoins de Tunis. Je suis très heureuse de parler avec toi. J'ai fait une petite introduction de ton parcours. Tu as travaillé pas mal dans la gouvernance locale avec la société civile. Là, tu travailles dans des domaines un peu différents, mais liés. Alors, on va passer au moins une petite demi-heure ensemble. Je vais tirer 4 cartes des Rethink Social Change Cards. Les cartes ont été développées en anglais, donc les mots dessus vont être en anglais, mais je vais te les traduire si nécessaire. Et l'idée, c'est que on discute de ce que tu fais, tu me racontes ce que tu fais, comment tu le fais, les résultats que vous obtenez à partir des mots qui sont sur ces cartes. D'accord ? Donc voilà, je vais les tirer rapidement. Nahla, dis-moi, tu travailles sur un projet particulier en ce moment ? Oui, en fait, je travaille sur un projet qui appuie la réforme de la fonction publique en Tunisie. C'est particulièrement avec la présidence du gouvernement. Et je gère toute une composante qui travaille sur l'instauration d'un système de certification dans les structures publiques de formation. Donc, on travaille sur la certification des établissements. Donc là, c'est la certification système. Certification produit, donc là on parle plutôt des modules de formation, et également la certification des compétences. D'accord, excellent. Alors, je vais te parler des cartes qu'on a. Alors, tu as une première carte, on va parler du changement au niveau communautaire, au niveau maison, d'accord ? Donc, pas au niveau individuel, au niveau communautaire. Ça, c'est le changement. On va parler des différents acteurs du changement qui travaillent. Donc, notamment la société civile, les organisations locales, communautaires, les ONG, qui travaillent plus ou moins dans les mêmes endroits ou alors sur les mêmes thèmes et les mêmes approches ou les mêmes cibles bénéficiaires. D'accord ? Donc, ça, c'est les différents acteurs du changement.
Ensuite, on a deux cartes particulièrement intéressantes. La première, c'est quels sont les push-pull, les facteurs qui incitent ou qui, au contraire, repoussent au changement, par exemple communautaire. Et la deuxième, c'est les points d'entrée que vous utilisez, que vous identifiez, etc. Donc, quels sont peut-être les points d'entrée peuvent être au niveau des politiques, peuvent être dans une approche, peuvent être déjà dans un engagement institutionnel sur lequel vous vous ancrez pour continuer le chemin. Donc, les points d'entrée que vous... Donc, voilà. Alors, ça, c'est nos 4 mots. Tu peux commencer là où tu veux. Donc, je te rappelle, juste changement au niveau communautaire, les différents acteurs du changement, notamment tout ce qui est associations, organisations locales, ONG internationales, ONG locales, etc., ce genre d'acteurs. Et ensuite, on a ce qui pousse et ce qui rétracte et les points d'entrée. À toi de parler. Ok. Donc, d'abord, merci pour cette opportunité. En fait, moi, par rapport aux 4 cartes, le mot qui les rassemble, c'est plutôt le changement. Donc là, par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir, que ce soit avec actuellement avec la GIZ ou bien avec les autres bailleurs de fonds comme l'USAID, le MIPI, également l'AFD, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est toute une instauration du changement. Donc là, que ce soit par rapport à le changement pour une culture organisationnelle ou bien par rapport au changement individuel sur les personnes ou bien accompagner des changements institutionnels. Pour tout ce qui est changement communautaire, moi je vais plutôt parler par rapport à ce qu'on est en train de faire au niveau de changement, au niveau des structures. Actuellement, avec qui je travaille principalement, qui sont des établissements publics. Ils avaient à un certain moment un mode de travail et on est en train de leur appuyer pour adopter un nouveau mode de travail qui est plutôt orienté selon des standards, que ce soit nationaux ou bien internationaux. Et dans chaque établissement, on a réellement des leaders. Donc là, déjà, pour tout type de normes, il y a tout un chapitre qui parle du leadership. Donc, sans leadership et engagement, on ne peut pas réellement booster le changement et on ne peut pas assurer le fait de fédérer toute l'équipe et toutes les parties prenantes intéressées à ce changement. Et donc, moi, ce que j'apprécie par rapport à ce que j'ai pu avoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a un profil, on a des attentes différentes, on a des besoins différents également, et on a des contraintes différentes. Mais ce que je vise de faire à chaque fois, c'est que de ramener toutes les parties, et donc là principalement nos partenaires, à une seule vision. Alors, pardon, Oui. excuse-moi, Nahla, je voulais juste savoir, pour nous replacer, quand tu dis que c'est des acteurs, différents acteurs institutionnels ou autres, tu parles de quoi? Donne-moi à peu près le type d'organisation avec lesquelles vous travaillez. Donc là, actuellement, moi, par rapport à ma composante, je travaille principalement avec l'École nationale d'administration. Donc, c'est la première école au niveau national qui dispense des formations au cadre de l'administration publique. Également avec le Centre de formation et d'appui à la décentralisation, le CEFAT. D'accord. Également l'École nationale des finances. Donc là, ça comme partenaire. Donc là, ça, ce sont déjà les 3 premières écoles de formation publique qui dispensent des formations aux agents publics. D'autres écoles au niveau sectoriel, tel est le cas du Centre national de formation et de perfectionnement sous tutelle du ministère de l'Éducation. Donc là, c'est un ministère sectoriel. Également le centre de formation pédagogique des cadres de la santé. Donc voilà, j'ai plusieurs partenaires, donc là, que ce soit des ministères transversaux ou bien des ministères sectoriels, tel est le cas de la santé et l'éducation. D'accord. Chaque ministère et chaque structure a ses propres spécificités, a sa propre réglementation et a son propre public cible. Et on souhaite, à travers tout ce qui est standardisation et certification, harmoniser l'offre de la formation et que cette offre de formation, elle répond réellement à un besoin
ces formations soient ciblées et que les formations ne portent pas uniquement sur tout ce qui est hard skills, mais également les soft skills. Et tout ça, on est en train de l'accompagner par rapport à tout ce qui est voilà, conduite de changement. Et donc, et pour pouvoir instaurer tout ça, il faut d'abord assurer qu'il y a le leadership et l'engagement du premier responsable, donc là le premier décideur, et également de toutes les parties prenantes directes et indirectes impliquées dans le système. Juste pour pouvoir appuyer ce changement, donc là on a même opté pour des solutions créatives. On a opté pour une pièce théâtrale qu'on a appelée Idarna. Elle a été présentée sur 2 reprises. Une fois pour un grand public, donc là c'est les agents publics des différents centres avec qui on travaille. Et pour la deuxième fois, c'était pour un public international. Donc là, il y avait des intervenants nationaux et internationaux. Et à travers cette pièce théâtrale, on a utilisé tout ce qui est empathie. Donc là, c'est que il y avait plusieurs acteurs. On a parlé du premier responsable, on a parlé du formateur, on a parlé de la femme de ménage, on a parlé de l'accueil, on a parlé du citoyen qui s'adresse au service public pour avoir un acte de naissance et tout le parcours du citoyen pour le service, les contraintes que trouve le citoyen et également les contraintes et les défis que rencontrent les agents publics par rapport à leurs tâches, comment ça se gère par rapport à la formation, comment le responsable désigne les participants. C'était une façon sarcastique de présenter donc là le paysage de la formation en Tunisie, mais on a touché tous les acteurs de la formation. Ça a déjà eu énormément d'impact positif. Bon, certainement, il y avait des personnes qui n'ont pas apprécié parce qu'ils ont dit qu'on a critiqué l'administration. Mais là, on a utilisé ça pour que on fait appel à l'administration pour qu'elle se mette à la place du citoyen. D'accord. Tu sais, j'adore l'idée, mais alors moi j'ai beaucoup travaillé avec le théâtre participatif, c'est-à-dire que c'est la communauté ou les personnes impliquées qui participent. Là, c'était pas participatif, ou bien ça l'était. C'est-à-dire les gens venaient eux-mêmes, ou bien c'était des acteurs qui. C'était des acteurs. D'accord. On a préparé plusieurs. En fait, c'était pas facile de faire une pièce théâtrale avec, en partenariat avec la présidence du gouvernement, pour critiquer la fonction publique. C'était pas facile de les appréhender. Ouais, Donc, ouais. du coup, l'idée c'était d'abord comment on va appréhender toutes les catégories socio-professionnelles dans un établissement de formation, Ouais. avec une méthode innovative, sans pour autant, donc là, passer par, parce qu'on ne peut pas s'adresser à une femme de ménage ou bien un ouvrier avec un PowerPoint ou bien avec une formation et sensibilisation. Il faut un langage commun. Il faut de l'empathie et il faut pousser les gens à réfléchir, à se mettre à la place des autres. Et donc, c'était pour nous, la meilleure façon, c'est l'art. Ouais. Et c'était le théâtre. Donc, on a déjà choisi le groupe théâtral. On a un peu parlé du thème et tout. Ils nous ont présenté le premier scénario. On a fait une première adaptation et tout. Okay. Et là, pour pouvoir appréhender et convaincre notre partenaire, j'ai invité notre partenaire aux répétitions. Ça, c'était également pour les rassurer qu'on ne va pas réellement critiquer au fond et mettre en question tout le travail ou bien tous les efforts de l'administration publique. Et moi, je suis très reconnaissante par rapport à notre partenaire parce qu'il a bien apprécié l'idée. Et du coup, c'était la première présentation, en fait, elle a été faite à Théâtre Le Mechtel. Donc là, on avait plus que 200 participants, dont la majorité étaient des agents publics de différents ministères. Ouais, c'est bien. C'est un festival de Carthage, mais spécialisé, sectoriel, quoi. Sectoriel. Alors, dis-moi, je voudrais juste comprendre. Est-ce que c'est des fonctionnaires en devenir qui sont à l'ENA ou dans différentes structures d'enseignement, de formation, ou est-ce que c'est des fonctionnaires actuels en poste qui sont dans un système de formation continue? Est-ce qu'on cible l'un ou l'autre, ou les deux? On cible les deux. On cible ceux qui ont en poste et qui ont des responsabilités et des tâches, et on cible les bénéficiaires des formations. Donc, et on cible également les formateurs, parce que même dans la pièce, il y avait déjà des universitaires qui
Parce que la majorité des établissements de formation, ils ont recours à des universitaires pour les formations ou bien à des agents de leur secteur pour les formations. Donc, on a touché le tout, hein. Ouais, d'accord. Donc, ceux qui ont un poste et ceux qui bénéficient des formations indépendamment de la nature de la formation. Ouais. Tu as parlé donc des différents partenaires institutionnels avec lesquels tu travailles. C'est un projet qui est mené par la GIZ, la coopération donc allemande, l'agence de coopération allemande. Est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs du changement? Oui. Alors, dis-moi un peu lesquels. Ça peut ne pas être des ONG, mais dans ce secteur-là, quels sont les partenaires et comment travaillez-vous ensemble? En fait, on a impliqué la société civile. D'ailleurs, hier, on a eu l'approbation lors d'une commission technique à l'INORPI. L'INORPI, c'est l'Institut national de normalisation et de propriété intellectuelle, où la société civile, elle était présente pour commenter et approuver la version draft d'une norme qu'on a établie. En fait, on a établi une norme nationale d'assurance qualité qui va un peu travailler sur toute l'ingénierie de la formation. L'idée, c'était de passer, donc là, on a appliqué tout le processus réglementé de normalisation en Tunisie. Et lors de l'enquête publique, on a fait appel à la société civile pour qu'il commente le draft. En fait, toute la contribution de la société civile a été assez pertinente, donc en matière de que ce soit du fond ou bien du format. Et hier, il y avait une commission où il y avait à la fois les acteurs du secteur privé, le secteur public, particulièrement la formation, et les acteurs de la société civile qui étaient là. Ils ont déjà fait le dépouillement des différents commentaires qui ont déjà émané lors de l'enquête publique, et on a fait le check. Et donc là, décider des commentaires qu'on va prendre en considération et ceux qui vont pas être pris en considération. Et la validation, elle a été en concertation avec les trois acteurs, public, privé et société civile. Donc, super participatif en fait. Tout le processus d'engagement, il est super participatif. La demande, parce que bon, je pense que c'est venu d'un besoin, c'est-à-dire que les organes de la fonction publique, la présidence du gouvernement peut-être, a vu qu'il y avait un besoin et a sollicité la GIZ pour les aider. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou est-ce que la GIZ était déjà active dans ce domaine-là et il y a eu un besoin qui s'est fait? En fait, depuis 2017, la présidence du gouvernement et donc là la République tunisienne, ils ont déjà entamé une stratégie nationale de réforme de la fonction publique. Donc là, il y a plusieurs axes d'intervention, entre autres la mobilité, comme la mobilité entre le central et le communal, la GPEC, également tout ce qui est haute fonction publique, et également la réforme de la formation, du système de formation et le système d'évaluation individuelle des fonctionnaires. Et donc nous, donc là, on a été sollicité par la présidence du gouvernement, donc dans tout ce qui est partenariats bilatéraux donc entre la Tunisie et l'Allemagne pour appuyer cette stratégie nationale de réforme, et on intervient principalement en ce qui concerne la formation et l'évaluation de la performance des agents publics. Donc c'était une demande de la part de la présidence du gouvernement. Okay. Donc nos points d'entrée, il y en avait déjà un qui était vraiment une demande institutionnelle, une demande de la présidence du gouvernement. Au niveau des institutions avec lesquelles vous travaillez, donc l'ENA, les différentes structures, tu as parlé de leadership, que c'était très important d'avoir des leaders au niveau de chacune des institutions pour pousser un processus en avant, etc. Quel point d'entrée avez-vous trouvé ou avez-vous utilisé ou quel levier avez-vous activé pour pouvoir justement faire accepter ces changements au niveau de la formation et plus tard, j'imagine, dans tout ce qui est évaluation du staff, etc. En fait, le projet il est piloté par la présidence du gouvernement. Donc déjà, on a une opportunité sur le plan pouvoir politique et stratégique. Ça, c'est par rapport à l'intervention du projet. Pour pouvoir sélectionner par la suite les partenaires de mise en œuvre, on a choisi donc là, en concertation bien sûr avec nos partenaires, des critères pour sélectionner les sites pilotes avec qui on va travailler, que ce soit pour le national ou bien pour l'international. Et dans ces critères-là, on a essayé quand même d'avoir toute une orientation vers le régional et le local.
parce que dans le système de formation tunisien, la majorité des centres sont déjà centralisés. Donc là, on a demandé parmi les critères d'avoir une représentation au niveau central et des antennes au niveau régional, ou bien un établissement qui dispense des formations au niveau donc là central, régional et local. Donc là, ça c'était un des critères. D'autres critères, c'était que l'établissement, donc là, il peut par la suite être un ambassadeur par rapport à d'autres structures dans le même ministère. Donc, on a un peu donc mélangé. L'ENA, c'est un acquis parce que c'est le premier établissement de la haute fonction publique en Tunisie. Donc, également, il est le premier positionné dans le secteur de la formation. Le même cas du CEFAT, parce que c'est lui qui offre des formations au niveau pour les collectivités locales, et pour l'ENF, parce que c'est le premier établissement qui offre des formations pour le secteur des finances. Ça, c'était, voilà, pour les critères. Donc, les critères, on a essayé d'être transparent, d'être participatif pour les critères. Et ces critères-là, ils ont été envoyés à tous les établissements pour remplir. Donc là, c'était un questionnaire plutôt sur Google Drive. Et sur cette base-là, c'est là qu'on a passé pour la sélection. Ça, c'est pour le fait de certifier ces 3 établissements sur le plan international. En ce qui concerne la norme nationale, on était plutôt dans une autre approche. On a utilisé la méthode Design Thinking, on a un peu on a fait le benchmarking, on a créé un comité technique, et c'était un comité technique interministériel. Et donc, on a créé un draft et on n'a pas voulu donc là créer un draft et par la suite le passer à l'enquête publique après auprès de l'UNORPI. Au contraire, on a voulu d'abord tester le draft pour pouvoir apporter des modifications. Et lors du testing, c'est là qu'on a choisi 3 autres sites pour le testing. Et pour le testing, également, on a choisi les critères en matière de nombre d'employés par ministère, en matière de représentation régionale et locale, et en matière d'initiatives précédentes pour l'amélioration de la formation. Le point commun par rapport à ce que je suis en train de faire sur le plan national ou bien international, c'est qu'il y a un besoin éminent d'améliorer la qualité de la formation pour le secteur public. Donc, la majorité de nos acteurs sont conscients de cette importance et de ce besoin. Ok. Alors, c'est très intéressant que tu dises ça. Et je vais un tout petit peu, parce que j'ai ce point-là tu sais, quels sont les facteurs qui incitent au changement, à l'amélioration, quels sont ceux où justement il y a une résistance. Tu sais, dans toute action, et surtout quand c'est des actions politiques qui sont pilotées par une gouvernance de gouvernement ou un premier ministère, c'est très politique. La fonction publique, la réforme de la fonction publique en Tunisie est encore plus politique parce que c'est un secteur, si tu veux, qui est très chargé en nombre staff, quoi. C'est-à-dire c'est très très lourd pour le coût de l'État aussi, et donc l'efficacité de la fonction publique est encore de plus en plus importante et de plus en plus. Je voudrais un peu que tu parles, si tu le veux, des choses qui aident et d'autres qui sont plutôt encore des obstacles ou des difficultés, si tu veux, à travailler pour pouvoir aller au-delà parce qu'elles sont nécessaires pour pouvoir avancer. Nous, ce qui nous a aidé, c'est sur le plan, voilà, comme je viens de mentionner, il y a un besoin imminent d'améliorer la qualité de la formation pour par la suite améliorer la performance des agents publics dans un objectif ultime d'assurer une bonne qualité de service octroyée aux citoyens. Ça, c'est voilà le langage commun de tous les acteurs. Également, un des points forts qui nous a appuyés, c'est que voilà, si on va certifier un établissement selon une norme internationale, c'est également le positionnement de l'établissement dans le paysage du système de formation au niveau national, régional par rapport à la zone MENA et également au niveau international. Donc là, s'aligner aux standards internationaux, c'est pas donné à tout le monde. De l'autre côté, c'est le leadership de chaque responsable, chaque premier responsable. En fait,
tous les responsables avec qui on est en train de travailler, ils croient à tout ce qui est certification et un positionnement et amélioration de la qualité de la formation. Ça, c'est ce qui nous a également aidé. Et comme je viens de mentionner, en fait, il y a tout un chapitre qui s'appelle leadership et engagement. Donc là, il faut que la direction s'engage. Elle s'engage à travers tout ce qui est charte. Elle s'engage à travers la mise en place des ressources humaines et financières nécessaires. Elle s'engage à travers la sensibilisation. Tout ça, c'est la responsabilité de la direction. Ça, il nous a énormément appuyé. Par la suite, les défis, c'était la résistance au changement par rapport aux acteurs qui travaillent plutôt dans l'opérationnel et non pas dans le décisif. Parce que là, ils ont par la suite commencé, ils ont compris au départ que on va changer leur mode de travail. On va leur imposer de nouvelles pratiques. Ils seront plutôt dans le contrôle, dans l'audit. Alors que c'était pas ça. Donc, et pour pouvoir appréhender tout ça, on a déjà pensé à la pièce théâtrale. Parce que tout le monde dans un établissement, indépendamment qu'il soit un établissement de formation ou bien un établissement de service, tout le personnel est impliqué dans la qualité de service. Donc, également le changement ou bien le défi majeur qu'on a rencontré, c'est que on a voulu changer ce mindset, c'est que on est plutôt client. On doit travailler avec un esprit service et client. Et que l'agent public, le bénéficiaire de la formation, c'est le client de l'établissement public. Même si c'est l'ENA, mais l'ENA, elle doit s'adresser à ses bénéficiaires en tant que client. Même si l'ENA, c'est un peu le monopole dans le système de formation public. Mais même si on est le monopole, mais on doit s'adresser à des clients. La société civile également, c'est un client pour le secteur de la formation. Tout ça, cette notion d'appréhender les acteurs et les parties prenantes comme clients, on a trouvé d'abord quelques résistances au départ, mais actuellement, je suis très contente que nos partenaires, quand ils parlent avec le langage client, service et orientation client et identifier les besoins, faire des enquêtes de satisfaction. Tout ça, c'est déjà un bon pas vers l'amélioration. Donc le service là, c'est le formateur, si tu veux, celui qui offre l'institution qui offre la formation. Le client, c'est l'agent, le fonctionnaire, le fonctionnaire en devenir. Et en fait, ça permet aussi de montrer que, parce qu'au final, le citoyen, c'est le client. Le client final. Ça peut être le client, et donc cette personne qui est formée, elle est quelque part, elle va offrir un service. Et elle est au service du citoyen puisqu'il paye des impôts pour pouvoir payer techniquement son salaire, quoi. Donc ça, c'est intéressant d'émuler déjà, de commencer un peu à donner ça. Ok. Alors, je vais, en tant que citoyenne, comment est-ce que n'importe quel citoyen dans n'importe quel pays du monde va se dire, ok, en quoi ces formations vont être différentes des autres formations, parce qu'au final, l'ENA formait déjà, à part de nouveaux outils, un peu un focus sur le leadership, etc. Quelle est réellement la valeur ajoutée de ce changement qui est en train d'être fait dans un monde où la technologie va prendre le pas davantage, où il va falloir, les clients attendent beaucoup plus. Donc voilà, il y a le digital citizenship, le e-citizenship, il y a tout plein de plateformes, il y a des tas de startups qui créent des apps de participation citoyenne, etc. Donc l'idée, c'est aussi de... Alors dis-moi un tout petit peu comment est-ce que d'abord la formation que vous proposez ou les nouvelles formations changent par rapport à ce qui était offert avant, et aussi un peu comment vous allez justement, est-ce qu'il y a discussion d'utiliser la technologie, pourquoi pas l'intelligence artificielle, pour aider dans ce processus-là. En fait, voilà, par rapport au système de formation, il est assez complexe, il est assez compliqué. Donc, pourquoi? Parce que déjà, il y a plusieurs structures qui offrent la formation. Toutefois, il n'y a pas une identification scientifique au préalable pour pouvoir réellement identifier les besoins en matière de formation et que par la suite la formation soit ciblée. Ça, c'est un défi majeur.
Le deuxième défi, c'est que réellement, il n'y a pas une identification des candidats. Du coup, on fait la formation pour la formation. Alors que pour offrir une formation, ça déjà, c'est de l'investissement. On offre une formation, soit c'est pour remédier à un écart, ou bien pour perfectionner une compétence. Ouais. Et donc là, tout ça, déjà, il y a plusieurs lacunes par rapport à ce système-là. Certes, qu'on est en train d'utiliser tout ce qui est, voilà, les nouvelles technologies à travers les formations en ligne. On parle plutôt d'andragogie actuellement, on parle pas de pédagogie. On parle de formation, action et tout un accompagnement pour les acteurs. On parle plutôt d'outils d'évaluation parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on fait la formation. On fait à la limite l'évaluation à chaud, mais on ne fait pas l'évaluation à froid. Donc après 3 mois, 6 mois ou bien une année, est-ce que réellement cette formation elle a déjà impacté les capacités et le rendement de l'agent public? Ça, on ne fait pas. Ce qu'on est en train de faire, nous, à travers notre projet, c'est qu'on assure également cette évaluation à froid de la formation. Que ce soit à travers les entretiens individuels, ou bien par rapport à tout ce qui est observation. Donc là, que ce soit observation par le supérieur hiérarchique ou bien observation par les pairs. Également, on essaie, et ça c'est l'objet de la norme nationale qui vient d'être hier adoptée, qu'il y a déjà le premier chapitre de la norme, c'est l'identification des besoins. Donc il faut également des outils clairs pour identifier les besoins, pour qu'on par la suite, on assure que les formations sont ciblées. Également, il y a un chapitre pour l'identification des candidats, parce qu'on peut faire un montage d'une formation excellente, choisir un bon formateur, faire un bon contenu, mais quand on n'a pas les bons candidats, on ne peut pas assurer que la formation est pertinente. Donc on a un peu touché à tout le package d'une formation dès l'identification des besoins, passant par le choix des formateurs, le choix des candidats, tout ce qui est utilisation des outils andragogiques pour la formation. Et le dernier chapitre, c'est l'évaluation dans tous ces domaines. Donc, l'évaluation à froid, l'évaluation à chaud, et également l'évaluation par les pairs, ou bien l'évaluation par le supérieur hiérarchique, et pourquoi pas l'évaluation par les citoyens. Et là, quand on parle de services, ou bien des agents publics qui sont dans le front office avec les citoyens. Ouais. L'intelligence artificielle, on n'a pas encore pensé. Même si c'était une des recommandations par les agents publics avec qui on travaille, d'utiliser l'intelligence artificielle, surtout dans les sites web, et pour faciliter l'accès à l'information, que ce soit par les agents publics ou bien par rapport aux parties prenantes intéressées par les formations. Ça a été déjà une des demandes. Peut-être ça va faire l'objet d'un ou bien une des interventions d'autres bailleurs de fonds ou bien de la GIZ. Ouais. Tu sais, Nahla, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser à quelque chose parce que on fait beaucoup de ces changements au niveau technique, compétences, etc. Donc, on institue un nouveau projet, un nouveau mécanisme, une nouvelle façon de faire les choses. Mais souvent, ce que j'ai observé, c'est que les changements, pour qu'ils s'opèrent réellement, c'est pas juste ce projet parce qu'en fait, il y a un système. Il y a des rouages et ce projet, c'est une petite bille qui fait tout un rouage. Par exemple, tu parlais de la sélection des personnes qui vont faire partie pour bénéficier de la formation, qu'on ne ramène pas n'importe qui ou parce que tu sais, c'est à telle personne d'aller en formation parce que l'autre a été en formation avant, donc chacun. Donc il y a ça. Mais aussi, ce que j'ai observé, c'est que les gens peuvent être, même quand on les sélectionne de manière assez inclusive, transparente, etc., une fois qu'ils retournent, le système qui opère autour ne leur permet pas de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Souvent, c'est aussi des guéguerres de différents départements, parce qu'en fait, leur travail va dépendre d'un autre département, et donc Comment est-ce que vous essayez d'appréhender, ou est-ce que la GIZ a réfléchi
au systémique, si tu veux. C'est que ça, c'est un projet qui s'insère dans un système beaucoup plus large, qui a d'autres acteurs, d'autres variables que vous ne contrôlez pas. En fait, voilà, par rapport à notre projet, on a essayé de travailler sur tout ce qui est conduite de changement au niveau individuel. Donc là, il y a tout ce qui est accompagnement en matière de soft skills, coaching de proximité avec nos principaux acteurs. Il y a tout ce qui est, voilà, on a essayé de sensibiliser de masse, que ce soit par rapport à la pièce théâtrale. Également, on a fait un concours d'amélioration. On a fait, en fait, un concours d'idées d'amélioration continue dans les établissements avec qui on travaille. Et là, on a fait appel à tout le personnel pour qu'ils puissent donner leurs idées pour améliorer par rapport à leur poste ou bien par rapport à leurs attributions l'offre de service. Donc là, indépendamment de la qualité ou bien de la nature de l'offre de service. Ça, c'était au niveau de individuel et voilà, et organisationnel. Au niveau institutionnel, ce qu'on est en train de faire, il doit être couronné par rapport à des lois ou bien des décrets ou bien des arrêtés pour garantir la pérennisation de ce qu'on est en train de faire. Parce que voilà, on peut renforcer les compétences, on peut apporter de nouvelles méthodes, on peut travailler sur la gestion de changement et tout ça. Mais quand la personne revient dans un environnement où tout le monde est résistant, où il n'y a pas des opportunités pour mettre en pratique ce qui a été déjà appris, où il n'y a pas réellement une volonté sur le plan institutionnel et réglementaire, on ne peut pas réellement assurer la pérennisation de ce qu'on est en train de faire. Donc, d'ailleurs, par exemple, moi, ce qu'on a pensé, toutes les normes dans le monde entier, elles sont volontaires. Nous, par rapport à la norme qu'on a fait, on va trouver des mécanismes d'incitation pour la rendre obligatoire, que ce soit pour le secteur privé ou bien pour le secteur, plutôt principalement le secteur public et bien le privé. Et comme ça, quand même, on assure qu'on a une certaine pérennisation de ce qu'on a déjà fait. Donc voilà, on a un peu touché à tout ce qui est individuel, organisationnel et institutionnel. Donc, Ok, très bien. Et alors, avant de finir, parce que tu sais que moi je suis très portée sur résultats et apprendre les résultats au-delà de la mesure des extrants, c'est-à-dire nombre de personnes formées, nombre de personnes, etc. Tu as parlé de différentes phases d'évaluation. Est-ce que tu pourrais partager avec moi, donc tu as parlé aussi de différents tests à chaud, à froid, des questionnaires, des interviews. Comment est-ce que l'évaluation de tout ce processus, le moment où la personne rentre en formation, sélectionnée, on fait son pré-test si tu veux, pour essayer de savoir un peu c'est quoi les lacunes à améliorer, et tout le long du processus de formation, et ensuite à froid une évaluation, et au final tu as parlé aussi des évaluations en 360 degrés, ce que j'appelle, c'est-à-dire les pairs, le superviseur, à terme certainement les citoyens. Est-ce qu'il y a aussi, tu sais, il y a toujours la carotte et le bâton. Il faut un peu des deux. Parle-moi un tout petit peu des changements, si vous y avez pensé, sur tout ce qui est revue des performances. C'est-à-dire, il faut à un moment donné qu'il y ait des mécanismes quand on revoit les performances pour pouvoir aider la personne à avancer, la challenger un peu, la mettre en garde si elle est loin des résultats, parce que ça c'est aussi un peu si tu veux, la critique qui est faite à la fonction publique, c'est qu'il y a énormément de staff, personne n'est vraiment, tout le monde est là, il n'y a pas vraiment de vérification de leur... Dis-moi si vous allez jusqu'à revoir aussi les systèmes, les cadres, si tu veux, de réflexion pour les performances, la revue des performances. Voilà. Moi, je me suis orientée par rapport au projet, par rapport à ma composante, la composante formation et certification. Par contre, le projet, il comporte également une composante d'instaurer un nouveau système d'évaluation. Et donc là, ce que déjà fait la composante 2 du projet, donc là, moi, je suis dans la composante 1, c'est de moderniser le système d'évaluation. En fait, l'actuel système d'évaluation dans la fonction publique, c'est un système qui donne une notation 100% pour tout le monde.
Indépendamment qu'on a déjà fait un bon travail, on était performant ou non, tout le monde est 100%. Actuellement, donc là, ils ont déjà prototypé plusieurs outils d'évaluation. Et donc là, l'orientation, c'est plutôt pour une évaluation individuelle qui est faite, donc là, généralement par le supérieur hiérarchique. Et lors de cet entretien individuel, c'est là également qu'on va évaluer la performance de l'agent public et également évaluer le retour d'investissement en matière de formation qui ont été déjà faites dans le passé et identifier des besoins en formation, que ce soit pour remédier aux écarts ou bien de perfectionner les compétences ou bien suite à une mobilité. Donc là, si le supérieur hiérarchique il décide que cette personne-là va bénéficier d'une mobilité vers un poste, ou bien d'une montée en compétences, ou bien avoir d'autres responsabilités, c'est là qu'ils vont se mettre d'accord pour de nouvelles formations pour donc là donner les capacités et les compétences nécessaires à la personne pour qu'il puisse faire au mieux son travail. Donc, du coup, voilà, c'est pour cela que j'ai déjà dit dès le départ, il y a la formation, il y a l'évaluation de la performance. Et donc là, quand on parle d'évaluation individuelle, actuellement, c'est l'évaluation par le supérieur hiérarchique, mais j'espère, dans les prochaines années, on parle plutôt de l'évaluation du citoyen et également de l'évaluation des pairs. En fait, c'est un grand chantier. Le projet, il dure, donc là, c'est 4 ans. En janvier, on va plutôt clôturer le projet. Mais dans le monde, partout dans le monde, toutes les réformes de la fonction publique ont déjà dépassé les 10 ans. Oui, bien sûr. Donc, il faut du souffle, Oui. il faut de la persévérance, il faut de la résilience pour qu'à la fin, on a une administration publique performante et surtout orienté citoyen. Et surtout pour que le contribuable, le citoyen, a une confiance envers l'administration et a une confiance par rapport à la gestion de ses contribuables. Ouais. Ça, moi, j'y crois. Il nous faut du temps, il nous faut de l'effort, énormément de volonté politique, énormément de résistance, oui, mais j'espère, Inch'Allah, qu'on va, dans 20 ans, 30 ans, on peut dire on peut voir les résultats de ces petites contributions qu'on est en train de faire. Ouais, j'espère avant, et je crois que c'est vraiment ce que tu as dit, c'est un changement de mindset, réellement de part et d'autre, de partout. Et aussi, je crois que maintenant, la technologie aidant fait que maintenant, tout se partage, tout se sait. Et donc, oui, c'est très facile de trouver sur les réseaux sociaux, et je crois que c'est ça qui a l'avènement des smartphones et des vidéos rapides, etc. Ça a réellement monté un tout petit peu la pression sur l'importance de la réforme publique. Elle est nécessaire, mais c'est aussi une question, tu parlais de travail acharné, de long terme, etc., qu'il y a beaucoup de résistance encore en interne et en externe, mais c'est aussi, je crois, la confiance. La confiance que l'agent est en train de faire, la fonction publique est en train de faire de son mieux, et de l'autre côté aussi la confiance que le citoyen comprend ça et sait que c'est un engagement. Et cette confiance-là, c'est ça qui est difficile à gagner et à maintenir, évidemment. Écoute, on est arrivé à presque 40 minutes là de discussion. Merci énormément, Nahla. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. C'est un secteur que je ne connais pas beaucoup, la réforme de la fonction publique. Évidemment, comme tout citoyen dans n'importe quel pays, je l'expérimente. Je vais demander des extraits de naissance, etc. Je le fais en plus dans différents pays du monde, donc je vois aussi les différents systèmes qui sont mis en place et puis les différents mindsets qu'il y a, qui sont liés à la culture ou pas. Et donc ça, c'est aussi intéressant pour moi. Je te souhaite beaucoup de bonne chance avec ce projet et au plaisir de repartager avec toi. Aïch, merci. Aïch, merci. Ciao. Bye bye. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la conversation d'aujourd'hui utile et riche en idées et informations. Si vous pouviez prendre 1 minute pour laisser un commentaire, ce serait super. Et si vous travaillez au changement social et voudriez partager ce que vous faites et comment vous le faites,
contactez-moi. Une dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour être les premiers informés de la sortie d'un nouvel épisode. En attendant le prochain, soyez le changement.